Bonjour à tous. Donc, nous attendions sagement sur le côté de monter sur scène. Merci pour cette invitation. Donc, Valérie a bien posé la question. Un actif sur deux pense qu'en vieillissant, on risque de se faire virer, pour le dire très crûment. Et en fait, on pense ce matin ne pas avoir appris grand-chose dans ce sondage, puisque ça conforte une idée qu'on a tous à l'esprit, savoir que plus un collaborateur est âgé, plus il coûte cher à l'entreprise, et donc moins on a envie de l'embaucher, et plus on a envie de s'en débarrasser. Et est-ce aussi simple dans la vraie vie ? Non, évidemment. C'est une bonne nouvelle parce qu'il n'y a pas de fatalité. C'est une mauvaise nouvelle parce que ça va nous obliger à phosphorer un petit peu. Et c'est l'objet de la journée et de cette table ronde sur ce sujet-là. Le coût du senior n'est pas le seul obstacle. Et d'ailleurs, depuis ce matin, nous avons des témoignages très intéressants sur toutes les pratiques et les efforts déployés par les entreprises pour garder les salariés et favoriser leur employabilité. Il existe beaucoup d'autres obstacles et c'est une question qui doit être appréhendée non pas seulement du point de vue économique, mais on l'évoquera évidemment, mais d'un point de vue plus large, transdisciplinaire, qui est à la fois sociologique et économique, je viens de le dire, et également juridique. Et donc, vous avez beaucoup de chance puisque nous avons là un représentant de chacune de ces disciplines. Denis Maillard, sociologue, fondateur d'un groupe de conseil en relations sociales Temps commun. Bruno Cerizet, avocat associé, fondateur du cabinet Capstan, spécialiste de droit social et de protection sociale. Et François-Xavier Albouy, économiste et compagnon de route du Club Landois depuis l'origine. Donc, quelle valeur pour les seniors ? Quelle est la valeur des seniors au sens valorisation, au sens valeur qu'on souhaite leur octroyer, qu'on souhaite accorder à leur travail ? Évidemment, tout dépend du profil des seniors. On a vu au cours de la journée qu'évidemment tous n'ont pas le même, et il n'est pas inintéressant de revenir un peu en profondeur et de brosser un panorama des différents profils. Et c'est ce que se propose de faire Denis. Qui sont ces seniors ? Comment les maintenir dans l'emploi, surtout lorsqu'ils sont dans des emplois difficiles, et comment aussi les rémunérer ? Bonjour et merci de la présentation. Quand j'ai eu l'intitulé de la table ronde, quelle valeur pour les seniors, je me suis dit comment est-ce qu'on prend ce mot valeur, c'est-à-dire quelles sont les valeurs que partageraient les seniors par rapport au travail par exemple, et est-ce que les seniors ont de la valeur, et elle l'a dit, aux yeux des entreprises. Donc c'est un peu toutes ces questions. Et en fait, ça nous ramène à cette catégorie, tout simplement, de seniors qui me semble une catégorie... alors, elle est pratique à manipuler, mais dès qu'on commence à s'intéresser à elle, elle est plus... voilà, de loin, la photo est nette, de près, les choses sont un peu plus floues. Il y a la catégorie statistique, j'allais dire. Pour l'INSEE, les seniors, ils sont nés, c'est une génération entre 58 et 68, dont des personnes entre 55 et 65 ans. Et pour les entreprises, souvent c'est un petit peu plus large. Senior, alors il y a le langage managérial, senior, puis après il y a la catégorie aussi senior du point de vue des RH. Et là, on a plus des personnes entre, on va dire, entre 58, 1900 nés entre 1958 et 1978. Et quand on se dit ça, on se dit mais finalement les seniors, ils ont eu 20 ans à quel moment dans l'histoire, où ils ont eu le droit de vote entre 1976 et on dit en 1981, l'élection présidentielle, ils ont voté, c'est des jeunes personnes dont on sait statistiquement ils ont plus voté pour François Mitterrand. Et puis en 1996, et là il faut se reporter
remonter quelques années plus tard, l'élection de 2002, ils ont majoritairement voté, pour ceux qui ont voté, contre Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Donc dès qu'on remet tout ça dans ce contexte-là, on voit que seniors, c'est déjà des personnes qu'on a autour de nous, en tout cas pour mon âge, c'est des références culturelles qu'on a en tête. Et donc c'est plus des baby boomers, ou alors c'est la toute dernière cohorte des baby boomers. Et de ce point de vue-là, ils ont une relation au travail qui est sous un double niveau, qui est d'abord ce sont des générations marquées très fortement par le chômage et la désindustrialisation. Ça, c'est pas rien. Et puis, l'autre aspect sur lequel je voudrais insister, c'est la question de la polarisation des emplois et la nouvelle division du travail avec l'apparition, on l'a bien vu, au moment du mouvement des Gilets jaunes, puis ensuite au moment du confinement, l'apparition de ce que j'ai appelé dans mes recherches le back-office de la société de service. Le back-office de la société de service, le terme n'est pas forcément idéal, mais il dit bien ce qu'il essaye de montrer, c'est-à-dire une infrastructure économiquement permanente, souvent socialement invisible, et ça c'est important, qui permet à la société de tenir. Et après, quand on essaye, et on l'a bien vu pendant le confinement, c'est-à-dire c'est quoi ces métiers de la première et deuxième ligne? C'est les travailleurs dits essentiels ou indispensables, parfois travailleurs invisibles, et là, c'est important d'avoir ça en tête, c'est cette polarisation, cette division du travail dans la société de service. Et là, à ce moment-là, les seniors se répartissent selon la place dans la division du travail. Et ce n'est pas du tout, la même expérience et la même vie au travail. Il n'y a pas très longtemps, on a posé les questions, grande enquête publique, on pose la question, est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir tenir votre métier jusqu'à la retraite? Ce qui est intéressant, c'est que les seniors, précisément, ces catégories statistiques dont je viens de parler, sont 18% à dire non, je ne vais pas pouvoir le faire, alors que c'est 40% pour les autres générations. On se dit, c'est extraordinaire. Parce que tout à l'heure on parlait de l'usure, on parlait est-ce que les seniors peuvent tenir jusqu'à la fin de leur carrière, et on se dit finalement si eux ils sont très peu nombreux à dire qu'ils ne peuvent pas, parce que finalement leur condition est plutôt confortable entre guillemets. Et en fait si on regarde, juste encore un mot statistique, l'étude de l'IFOP qui a été présentée, elle montre bien, si 74% des actifs se disent satisfaits de leur vie professionnelle, là encore, les plus de 55 ans, c'est ceux qui sont à 77% satisfaits. Donc on se dit, il n'y a pas de problème de seniors en réalité. Les statistiques nous montrent qu'il n'y a pas de problème. Mais si. Parce que la réalité derrière, c'est que si vous avez 80% dans les cohortes plus jeunes qui sont en emploi, ce n'est plus que 60% chez les seniors. Et donc ça veut dire que la relation au travail, elle est vraiment différente selon... le fait même d'être en emploi est différente selon la place que vous occupez dans cette division du travail. Est-ce que vous appartenez au back-office de la société ou est-ce que vous faites partie de l'autre côté? Et donc, à partir de là, il ne faut plus parler des seniors comme une catégorie homogène, mais bien répartir selon l'expérience. Et finalement, il y a trois situations. Ceux dont on peut penser qu'ils ont une position acceptable dans l'entreprise, ils ont l'expérience, la longévité finalement les préserve, ils ont de la valeur pour l'entreprise, ils ont la culture de l'entreprise, ils font de la formation, ils ont de l'expérience, et ça c'est plutôt quelque chose qui est valorisé. Et c'est cela dont on parle généralement. Et puis il y a ceux du back-office, c'est donc un tiers des seniors qui exercent des métiers dits pénibles, seconde ligne, première ligne, etc. Et puis tous ceux qui sont sortis du marché de l'emploi, pour la plupart en inaptitude. Pour la plupart en inaptitude, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le travail
use et que les seniors dont on parle dans les entreprises sont ceux qui tiennent encore parce que le travail ne les a pas usés. Les autres sont sortis du marché du travail. C'est cette réalité-là quand on parle des seniors. Alors, à partir de là, on dit mais qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je ne voudrais pas reprendre la table ronde précédente parce que il y avait des choses qui étaient posées et qui étaient très bien dites. Je crois que s'il y a toute une prévention, et je crois que c'est le maître mot, prévention de l'usure professionnelle pour maintenir les gens en emploi le plus longtemps possible, il faut penser aussi la situation telle qu'elle est aujourd'hui et se dire que, et les métiers on les connaît, il y a une quinzaine de métiers qui sont identifiés, qu'il y a des métiers qui ne sont pas soutenables. Je crois que c'est ça l'idée principale à retenir de ce que je dis, c'est que c'est la question de la soutenabilité de l'emploi tout au long de la vie. Et s'il y a quelque chose à faire pour les seniors, c'est précisément de travailler sur cette question-là. Et pour les emplois dont on sait très bien qu'ils ne sont pas soutenables et dont on ne peut pas, pour le moment, peut-être que la technologie, peut-être que les transformations en cours vont permettre de modifier les choses, mais dont on sait bien que pour le moment, la soutenabilité n'est pas au rendez-vous, il y a un droit, alors ce n'est pas forcément un droit absolu, un droit au niveau des branches, un droit plus simple que les dispositifs Transco dont on disait tout à l'heure qu'ils étaient effectivement complexes, un droit à bifurquer. Juste une notation sur cette notion de bifurcation. Vous savez, c'est l'un des mots fétiches aujourd'hui dans la langue de la sociologie un peu intuitive qu'on a tous. C'est cette capacité à changer, à se modifier. Bifurquer, c'est se ressaisir en tant qu'individu et dire que on devait aller dans telle direction, on va se réinventer dans une autre direction. Et c'est quelque chose qui est extrêmement prisé des plus diplômés. Autrefois, on disait rebondir, on était au chômage, il fallait rebondir. Là, c'est l'idée de bifurquer. Il faut changer de trajectoire. Mais je crois qu'il y a un droit à la bifurcation, il y a un droit à la réorientation à créer. Alors par branche, selon les métiers bien définis, pour les personnes dont on sait très bien que le métier n'est pas soutenable, c'est-à-dire que soit les personnes vont arriver à l'âge de la retraite en étant cassées et on peut créer du handicap, soit à des personnes qui vont être écartées, mises en inaptitude, et on sait derrière les questions notamment liées à la prévoyance, qui est un privilège de cadre et souvent manquante pour les autres catégories. Voilà. Merci Denis, merci d'avoir mis l'accent sur cette population sur laquelle il est difficile de se raconter trop d'histoires, d'autant qu'une partie de cette population est dans la fonction publique. Et donc on a vu par une question et un témoignage ce matin que le chantier était assez important de ce côté-là. Donc on voit bien que c'est un problème de conditions de travail, mais pas que c'est pas tant un problème de rémunération, parce que même si la question de la rémunération de ces personnes reste entière, parce qu'elle n'est pas suffisante, ce n'est pas que ça, c'est aussi une question de la valeur qu'ont ces métiers pour notre société, et finalement dont on peut compenser soit par une prise en charge mutualisée, soit par accepter de les payer davantage, mais ce serait pas ce serait sans doute pas suffisant. Alors ça, c'est le volet sociologique. Maintenant, si on revient sur la question économique, donc qui est rémunérer les seniors, comment on les rémunère ou comment on échappe à une rémunération qui serait linéaire, si tant est que ce soit vérifié, et quels sont les moyens, au-delà de la rémunération, d'envisager une rétribution, le concept étant un petit peu plus large, rémunération, rétribution du travail des seniors. D'abord, je crois qu'il faut casser l'idée qu'on gagne de l'argent en vieillissant, ou on va faire de l'argent parce qu'on vieillit. La progression du salaire moyen tout au long de la carrière, la progression du salaire moyen, elle est de 1 000 € en fin de carrière. Donc c'est pas énorme. Et encore, il faut relativiser ça, parce que ça c'est vrai pour les hommes, pour les femmes c'est beaucoup plus faible, mais nettement plus faible. Et c'est vrai pour les hommes diplômés. C'est pas vrai pour les hommes non diplômés. Donc, dans la majorité des cas, on ne s'enrichit pas en vieillissant. Il faut casser cette idée-là. Cette idée qu'il y a une sorte de loi des reins des salaires, en quelque sorte, et qui empêcherait l'emploi des seniors.
Ce qu'on observe aussi, c'est que ceux parmi les seniors diplômés qui restent sur le marché du travail, puisqu'il y a quand même des gros écrémages après 50, 55, 57 ans, etc. Ils ont des atouts et ils les font valoir. Donc ils sont relativement mieux rémunérés que ne l'auraient été leurs camarades qui sont partis à droite ou à gauche, en pré-retraite ou ailleurs. Donc il y a un biais aussi d'observation là qui est important. Donc ça, c'est un peu la première... vraiment le premier constat, il y a une progression des salaires, elle n'est pas si dramatique, et on a plutôt un problème de resserrement des salaires et d'absence de perspective de progression salariale pour les jeunes. C'est plutôt le problème dans lequel on est aujourd'hui. Ça, à mon avis, c'est un point qui est essentiel. La deuxième chose, c'est que conserver des seniors dans l'emploi, il ne faut pas mettre la charrue avant des bœufs. Si on veut que les gens travaillent plus longtemps, il leur faut des formations. Mais il leur faut des formations qui leur permettront d'avoir accès à des emplois qui seront mieux rémunérés. Mais c'est la condition sine qua non. C'est-à-dire, si on veut augmenter les taux de participation des seniors au marché du travail, quelles que soient les catégories professionnelles, etc., il faut massivement développer les formations pour ces catégories-là. Et on comprend bien, enfin, c'est pas... Et d'ailleurs, on peut dire que le Club Landois a quand même œuvré beaucoup pour ça, et on a vu tout au long de leur journée le nombre d'entreprises qui sont saisies de ces questions et qui ont mis en place des plans très audacieux. Alors c'est absolument génial, le revers un peu de la médaille, mais c'est que des grandes entreprises. Ça ne veut pas dire que les autres ne font rien, mais c'est peut-être un peu plus mou, un peu plus timide en tout cas. Donc le vrai sujet, il est là, d'augmenter la formation. La deuxième chose, c'est de dire, est-ce qu'il y a beaucoup de discrimination des salaires réagés dans l'entreprise ? Oui, mais pas forcément directement. D'abord, on voit bien, et encore, ça c'est un apport du Club Landois, que tous les patrons d'entreprise qu'on a vu défiler aujourd'hui sont très sensibles à cette question et essayent d'y remédier si ça existe et ont des solutions et n'ont pas non plus fait monde d'un diagnostic très partagé en faveur de l'agisme. Enfin, pour dire qu'il y aurait un agisme qui nous dominerait, etc. C'est pas véritablement ça leur sujet principal. Et je crois que la discrimination, elle se fait à un autre niveau, qui rejoint peut-être plus celui du sociologue, qui est de dire il n'y a pas d'avenir. C'est quand quelqu'un pense qu'il n'a pas d'avenir dans l'entreprise, qu'il l'intériorise en quelque sorte, il se trouve qu'il n'a pas d'avenir. Et que garder les gens dans l'emploi, c'est bien pour l'économie du pays, mais c'est bien aussi pour permettre des fins de carrière et l'entrée dans une retraite active, dont on verra peut-être tout à l'heure que c'est une condition sine qua non à l'amélioration de la santé publique des personnes âgées. Donc, et que donc le maître mot là, c'est l'épanouissement. Comment on permet aux salariés de s'épanouir en fin de carrière. Il y a la formation, puis il peut y avoir d'autres choses. Alors, il y a évidemment le sujet des emplois pénibles, et il n'est pas léger. Mais on voit bien qu'il ne peut pas y avoir que des mobilités verticales. Tout le monde ne peut pas terminer, par définition, en haut de la pyramide, parce que sinon, ça risque d'être un peu encombré. Donc, il faut penser des mobilités horizontales, en fonction peut-être de l'usure et de la fatigue, mais ce n'est pas forcément ça, mais aussi des expériences acquises. C'est beaucoup plus intéressant, et c'est ça qu'il faut mettre en place. Alors évidemment, il y a le mentorat, il y a le tutorat, il y a le coaching des jeunes, il y a beaucoup de choses à faire qui sont faites, pour lesquelles la plupart des seniors ont des compétences et des appétences, et pour lesquelles je crois que les entreprises ont commencé à comprendre qu'il fallait le faire, d'autant plus que les degrés de motivation des jeunes dans l'emploi sont pas d'une évidence absolue, et que donc il faut un peu les inventer. Donc il y a là un sujet qui est important. Et puis il y a une autre catégorie, je reprends votre découpage, c'est pas homogène les seniors, il y en a de tout poil, mais il y a une autre catégorie, c'est les métiers de la seconde ligne, et on en a beaucoup parlé toute la journée, dans les 2 tables rondes précédentes, particulièrement les aides-soignants et les personnels à domicile. Et là, on a un vrai problème, parce que
eh ben, ils ne sont pas payés. Bon, Myriam El Khomri a fait un rapport qui est magnifique là-dessus, que tout le monde connaît plus ou moins, mais qui est absolument magnifique et très éclairant. Et comme ils ne sont pas payés, il n'y a pas de formation. Et comme ils ne sont pas payés, il n'y a pas de formation, que c'est ingrat, c'est difficile de faire entrer des jeunes dans la carrière. Et c'est pour ça que je crois au Club Landois, on a lancé cette idée qu'on avait déjà eue avec l'Observatoire de l'imprévoyance, de dire il faut un choc de prévoyance dans ce pays. Il faut absolument un choc de prévoyance dans ce pays. C'est-à-dire dire il faut absolument que des régimes universels s'adressant à tous les Français, quel que soit leur statut de salarié, public ou pas, etc., soient généralisés. Et ça a une importance macroéconomique, mais colossale. C'est généreux, mais c'est colossal. Regardez, il y a 900 millions d'heures travaillées par les aides-soignants. Bon, si on augmente leur traitement de 3 € de l'heure, c'est pas énorme. Ça va faire 363 € pour un temps plein à la fin du mois. C'est pas énorme, mais c'est déjà ça, vu le niveau très bas des salaires. Et puis on rentre dans une dynamique qui est positive. Et puis ça permet d'imaginer des opérations de formation et de valorisation de ce métier, qui n'est qu'ingrat parce qu'il n'est pas valorisé, parce que sinon c'est un métier dont on pourrait se complaire à décrire la richesse des expériences qu'il permet. Eh bien, toute cette opération-là, elle coûte 2,7 milliards. Bon, on va dire c'est beaucoup, mais c'est pas... c'est rien à côté des régimes de prévoyance aujourd'hui qui n'existent que pour les cadres et qui représentent 30 milliards d'euros. C'est même pas 10%. Donc on est quand même dans l'épaisseur du trait. Il n'y a pas quelque chose d'absolument scandaleux à le dire. Et il n'y a pas 36 solutions. Soit on décide de se revoir dans 10 ans, ou dans 15 ans, ou dans 20 ans, et de se plaindre du fait que les salaires des aides-soignants sont très bas, qu'on ne peut pas les recruter, qu'il n'y a pas de formation, et que c'est une vraie misère, etc. Soit on décide de passer à un autre régime, et c'est ce que le Club Landois propose à l'ensemble de ses membres et comme politique générale, et on décide de casser les murs et de dire on va payer normalement ces gens-là. Et comme fort heureusement tout le monde ne tombe pas en dépendance, eh bien, un régime d'assurance, de prévoyance permet d'arriver, peut-être pas tout, mais permet d'y arriver. J'ai fait une incise qui n'a plus rien à voir avec notre sujet, mais toujours sur ce truc de prévoyance, c'est quand tu prends les handicapés, c'est la même chose. On est dans un pays qui est honteux par rapport à la situation du handicap, et pourtant on en a fait, il y a des lois de 75, etc. et tout ça, et on a toujours l'impression d'être à la traîne. Et les Jeux paralympiques vont nous montrer qu'on n'est quand même pas très brillant sur le sujet pour accueillir des spectateurs ou des sportifs handicapés dans la capitale. Mais là, c'est pareil. Si on transfère par de la prévoyance du pouvoir d'achat aux handicapés, on change radicalement le système. Et par ailleurs, on allège les emplois de la sécurité sociale. Donc, on a vraiment besoin de relancer un régime de prévoyance. Parce que la valeur, c'est pas simplement le partage de la valeur, c'est aussi le partage du sort. Et c'est comme ça qu'on agira mieux. Et on l'a dit ce matin dans l'introduction, c'est Sybille qui le disait, avec la longévité, le revers de la médaille, c'est que, évidemment, les accidents de la vie sont plus probables, puisqu'on est là plus longtemps, et que leurs conséquences sont plus durables. Et que donc, valoriser mieux le travail à âge élevé, c'est aussi généraliser de manière importante des régimes de prévoyance. Et puis, il y a une troisième manière de regarder le problème, si tu me permets, une troisième manière de regarder le problème qui est de dire, finalement, dans l'ancien monde, on avait les hard skills, donc c'était les diplômes, quoi. Les soft skills, c'était la capacité à se présenter, à argumenter, à séduire, en quelque sorte. Et aujourd'hui, on vient de parler beaucoup dans les boîtes de recrutement, etc., des wisdom skills. Et ces wisdom skills, c'est exactement l'expérience. C'est-à-dire cette magie du savoir-faire qui vient de l'expérience. Cette magie qui fait qu'on a déjà vu ce problème-là dans un autre contexte, il y a un peu plus longtemps, etc. Qu'on a une expertise qui est mature parce qu'on a déjà vu le problème. Et c'est évidemment une richesse pour les entreprises qui est fabuleuse, et elles l'ont comprise. La plupart des entreprises qu'on a vues tout le long de la journée nous ont bien expliqué qu'elles essayaient de valoriser ça, et en particulier de le valoriser en mettant en place des programmes de mentorat et de tutorat des jeunes, de transmission de ces savoir-faire et de la richesse de ces savoir-faire et de cette expérience aux plus jeunes.
Et je crois que ce sont les 3 domaines sur lesquels on peut réfléchir à propos du travail des seniors. 1, la formation, essentielle. 2, les métiers en difficulté de première ligne dont on nous serine, mais à répétition que c'est un problème réglé de manière volontaire, parce qu'on en a tous besoin, le problème par des régimes de prévoyance qui sont à réinventer, à moderniser et à dynamiser. Et puis 3, valoriser un peu cette idée d'une retraite active en mettant en avant un épanouissement des carrières et en insistant sur les wisdom skills. Je voudrais vous faire part aussi d'une petite expérience que j'avais eue il y a quelques années. On avait fait une étude sur le départ en retraite et le bien-être des instituteurs. Alors ça, c'était saisissant, parce qu'ils partaient tous en retraite, mais heureux de quitter l'éducation nationale, mais n'en pouvaient plus des mômes, du ministère, de tout, enfin, ras-le-bol total, mais une espèce de... mais vraiment un ras-le-bol. Hein, tu vois, la retraite vue comme la ligne de miel dans les années 60. Et hors de question qu'ils fassent autre chose. Et surtout pas s'occuper de mômes. Hein, tout juste s'ils revenaient à la rentrée des classes pour regarder d'un air ricanant leurs plus jeunes collègues qui repartaient pour une année. Et puis, on les a réinterrogés 3 ans après. Et alors là, c'est fascinant, parce que d'une part, la plupart d'entre eux s'étaient remis dans des associations à faire un travail de bénévolat, et je te le donne en mille, de bénévolat auprès des plus jeunes, et de tutorat et d'éducation des plus jeunes. Et puis 3 ans après, une fois qu'ils avaient ravalé leur gourme et passé sur le départ à la retraite, la lecture qu'ils avaient de leur carrière professionnelle, soudain devenait extraordinaire. Alors qu'elle était extrêmement négative le jour du passage à la retraite, c'était le mal-être, etc. 3 ans après, c'est un métier formidable. Je suis tellement heureux de l'avoir fait, etc. Donc tu vois, l'espoir est toujours permis. Merci. Je crois que l'espérance de vie à la retraite des instituteurs est assez importante. Merci. Donc là, vous avez à tous les deux, Denis et François-Xavier, brossé un panorama de la diversité des profils, des attentes, des besoins et esquissé des solutions qui sont à la fois qui répondent à des besoins de populations différenciées, mais qui se jouent pour certaines à l'échelle de l'entreprise, pour d'autres à l'échelle interprofessionnelle et pour d'autres encore beaucoup plus largement, qui sont une question de société, de projet de société. Et tout ça est esquissé, se heurte peut-être à une régulation, un droit du travail, un droit de la protection sociale qui a été conçu au XXe siècle et qui évolue progressivement, mais qui n'autorise peut-être pas complètement la mise en œuvre de ces dispositifs. Bruno, tu peux peut-être nous éclairer là-dessus sur les leviers ou les solutions sur le plan juridique qui permettraient l'émergence de ce type de solutions qui permettent de valoriser, de reconnaître la valeur des seniors ou de les rétribuer autrement que par uniquement des dispositifs de rémunération. Je vais essayer d'apporter un éclairage sur le sujet, mais comme le fait précède le droit, comme disait Loisel c'était un juriste du XVe siècle, pour comprendre une évolution éventuelle de règles de droit, il faut partir un peu de l'environnement général, de l'environnement presque culturel. Parce qu'aujourd'hui, finalement, les salariés et les travailleurs à qui on demande ou qui sont confrontés à l'allongement de leur durée d'activité, ils ont commencé leur activité, en gros, dans les années 80, on va dire. Alors on va remonter 20 ans plus tôt, dans les années 60, se sont multipliés des tas d'analyses, des tas d'études merveilleuses sur la disparition programmée du travail. Hein, rappelons-nous le choc du futur, Alvin Toffler, de Mazières, la civilisation des loisirs, le travail devait disparaître. Il se trouve qu'en France, peut-être plus encore qu'ailleurs, on est passé aux travaux pratiques.
On est passé aux travaux pratiques, l'augmentation de la durée des congés, l'une des principales causes de nos difficultés d'aujourd'hui, l'anticipation des départs à la retraite, enfin de la liquidation, de la possibilité de liquider ces retraites à 60 ans, puis ensuite la réduction du temps de travail, dans le même temps l'éloignement de l'emploi pour des considérations le plus souvent économiques, puis ensuite il y a eu encore d'autres événements, le Covid, le développement de pratiques d'organisation du travail, développement du télétravail. Enfin bref, on a finalement un peu conduit, dans les 40 ou 50 dernières années, les travailleurs à s'inscrire dans l'idée que le travail n'avait plus beaucoup de valeur. Et le résultat de tout ça, en tout cas le résultat alors, statistique, c'est que en France, sur la tranche d'âge 55-64 ans, on a un gros 50%, je crois que c'est 55%, de personnes qui sont en capacité de travailler, qui sont effectivement au travail, lorsque chez nos voisins et amis allemands, ils ne sont pas fondamentalement, culturellement très différents de nous. Ils sont autour de 72%. C'est assez considérable. C'est-à-dire qu'il y a 50% de plus sur cette classe d'âge de gens qui travaillent en Allemagne, qui ne travaillent pas en France. Toute l'histoire que je viens de vous raconter, elle est peut-être un peu la cause de cette situation-là. Alors, en gros, ce qu'on voudrait faire, c'est amener des gens à qui on a expliqué pendant 40 ans qu'ils soient chefs d'entreprise. Et moi, dans mon propos, je vais beaucoup parler des petites entreprises, parce que je sais bien que la situation, elle est très différemment traitée dans les grandes entreprises. Mais ce sont des gens à qui on a expliqué pendant 40 ans que leur perspective, c'était d'arrêter de travailler le plus tôt possible, et c'était d'arrêter de faire travailler le plus tôt possible. Rappelons-nous alors, l'histoire elle n'est jamais tout à fait linéaire. Rappelons-nous qu'au moment de la loi Fillon de 2003, l'âge moyen d'arrêt d'activité, c'est-à-dire du moment où le salarié cessait son activité et ne reprenait plus jamais d'activité avant sa retraite, c'était 55 ans. Aujourd'hui, on est autour de 60 ans et demi d'âge moyen d'arrêt de l'activité. On a déjà quand même commencé à reconquérir un peu le champ laborieux parmi les salariés ou les travailleurs les plus âgés. Mais voilà, on est quand même toujours à ce constat d'un sous-emploi des salariés qu'on dit senior si on retient le senioriat au-delà de 55 ans. Mais on fait d'autres constats. On fait le constat que la réalité démographique fait que l'entreprise est confrontée, c'est parfois d'ailleurs l'un de ses principaux challenges, à la rétention des talents. Alors bien sûr à l'attraction certainement de nouveaux talents, mais à la rétention, à la conservation des talents qui existent. On fait inversement le constat, mais là les salariés se sont déjà placés dans cette situation-là, que au fur et à mesure qu'on a reporté l'âge de liquidation de la retraite, il faut travailler plus longtemps, ou en tout cas trouver de l'argent pendant un temps plus long. Et pour autant, alors, on ne note pas une espèce d'enthousiasme délirant à l'idée de poursuivre son activité professionnelle. Si, les cadres dirigeants, comme vous le disiez, ou c'était vous qui le disiez, les cadres dirigeants, ils sont super contents, nous dit-on. Oui, alors sans doute que dans la population des cadres dirigeants, des plus de 55 ans, là on n'est pas à 57% d'emploi, on est peut-être à pas loin de 90%, 95%, peut-être 100% d'emploi. Je ne sais pas les statistiques. Alors oui, on interroge des gens qui sont en emploi et qui sont dans de bonnes conditions de travail, de bonnes conditions de rémunération, ils sont plutôt bien traités et ils disent qu'ils sont contents, c'est vrai. Mais rappelons-nous que de l'autre côté, il y en a 43 ou 45% qui ne travaillent pas. Donc, quand on interroge des gens sur le fait de savoir s'ils sont contents au travail, on n'interroge que ceux qui y ont du travail et pas ceux qui n'ont pas de travail. Alors, il faut prendre en considération cet élément-là. Le deuxième élément à prendre en considération, avant d'aborder le problème des normes juridiques, le deuxième élément, c'est que la réalité du travail, la corrélation de l'âge et du travail est tout à fait différente selon la nature de l'activité, mais ça a été dit, ça a été redit. Et moi, mon propos, il va pas concerner finalement ceux qui ne sont pas au travail,
Bien entendu qu'il faut accompagner, il faut trouver les moyens, ils ont été tous exposés ce matin, cet après-midi, de faire en sorte qu'il y ait plus de gens au travail, c'est-à-dire il y en a moins qui sont dans la situation de devoir s'arrêter de travailler. Certainement qu'il faut renforcer la formation, certainement qu'il faut renforcer la formation de reconversion en anticipant l'âge suffisamment tôt pour que ce soit efficace. Mais globalement, ceux qui ne sont pas au travail, on ne voit pas comment la norme qui régit les relations de travail va pouvoir les amener au travail. Et puis, le troisième paramètre à prendre en considération, c'est, donc il y a le paramètre culturel, le paramètre de la nature de l'emploi, et c'est la taille de l'entreprise. C'est que, évidemment qu'il y a des expériences magnifiques dans des grandes entreprises où on a effectivement très significativement reconsidéré le développement de la carrière au-delà de 50 ans. Alors, c'est vrai que on était arrivé à un point, dans certaines grandes entreprises, puisque la moyenne de l'âge de cessation d'activité, c'était 55 ans. Ça veut dire que dans certaines grandes entreprises, il y a 20 ans, on partait à 50 ans. Chez IBM, on partait à 50 ans. Alors aujourd'hui, bien entendu, ces situations, on ne les connaît plus. Donc on a reconquis. Mais on a plus reconquis dans des grandes entreprises qui ont été capables de mettre en place des plans de réinsertion, de requalification, de reconversion. Mais dans la petite entreprise, c'est moins vrai. On a moins de ressorts. Donc, on souhaite redonner effectivement de la perspective professionnelle à des salariés atteints par l'âge, le grand âge. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a des solutions, enfin en tout cas il y a des projets, il y a des réflexions qui me semblent parfois un petit peu utopiques, enfin, que j'appellerais peut-être des fausses bonnes idées. Et puis il y en a d'autres qui sont peut-être plus accessibles et peut-être plus dynamiques. Mais en tout cas, il y a peut-être deux grandes catégories de décisions qui pourraient être prises, ou en tout cas de réflexions qui pourraient être menées. C'est des réflexions au niveau, je veux dire, réglementaire, c'est-à-dire au niveau de la collectivité nationale, au niveau de l'État, l'évolution de la loi, de la réglementation. Puis il y a des décisions qui peuvent être prises davantage dans l'entreprise, et ces décisions prises dans l'entreprise, peut-être elles nécessitent elles-mêmes un peu d'évolution de la réglementation. De façon très générale. On entend dire, ouais, mais voilà, il faut faire en sorte que le salarié puisse être au travail, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte de rendre plus cher le licenciement du salarié âgé. C'est la contribution de Lalande. C'est la réintroduction de la contribution de Lalande, mais c'est un leurre, parce que ça veut dire qu'on licencie les gens plus jeunes, et on interdit le recrutement des gens plus vieux. C'est quelque chose qui n'a absolument pas fonctionné. La durée du chômage, on réduit la durée du chômage, mais on n'a pas réduit le problème. Si le salarié n'a pas d'activité, il ne sera peut-être pas au chômage, mais il sera en incapacité, en invalidité, en inaptitude ou que sais-je. Et alors à ce moment-là, en inaptitude, il faut régler le problème. Et là, il y a une vraie réflexion effectivement amenée sur l'inaptitude. On envisage le CET universel. Mais le CET universel, c'est exactement le contraire de ce qu'on recherche. Le CET universel, ça consiste à permettre au salarié, pendant qu'il est en activité, de surtravailler, pas forcément d'ailleurs au profit de l'entreprise, parce que l'entreprise n'a pas forcément intérêt à ce qu'il surtravaille, pour avoir des congés qu'il va prendre pendant qu'il sera senior. Oui, bah donc on l'éloigne bien de l'activité senior. Donc ça n'a pas un sens tout à fait déterminant. En revanche, ce qu'on pourrait certainement, ce sur quoi on pourrait travailler plus efficacement, c'est l'évolution de la retraite progressive. Oui, c'est la transition entre la retraite. Il y aura un pendant dans l'organisation de l'entreprise. On peut également réfléchir effectivement à la modulation des régimes de prévoyance dans la définition des garanties, dans la définition des cotisations. Oui, mais alors à ce moment-là, il faut qu'on réforme complètement le système qui existe aujourd'hui, puisque aujourd'hui, je vous rappelle que ça fait 20 ans que la loi nous impose, et l'application qui en est faite par les tribunaux est très rigoureuse, c'est un seul régime pour tout le monde, dimensionné pareil, que vous ayez 25 ans ou que vous ayez 55 ans. C'est absurde. De la même façon, il faut réfléchir à décloisonner, permettre de rendre de la souplesse à l'épargne de retraite. Aujourd'hui aussi, pour avoir les avantages fiscaux et sociaux, il faut que le régime de retraite s'applique de la même façon à des gens qui ont 25 ans, dont la priorité, c'est d'avoir du pouvoir d'achat, plutôt que des gens qui ont 55 ans, dont la priorité, c'est vers l'épargne. Enfin, quand ils ont la possibilité de le faire. Au niveau de l'entreprise, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut
appréhender l'ensemble de la carrière dans le temps long. Et ça, on sait que le temps long dans l'entreprise, c'est pas facile à trouver, à déterminer, à concevoir, mais c'est quand même une mesure à faire. Il y a toute une réflexion à faire sur la politique de rémunération, mais sur la politique de rémunération à la fois en tant qu'elle est versée et en tant qu'elle est reçue. Comment on fait évoluer la rémunération des seniors, comment le senior... Alors là, je parle peut-être des catégories un peu plus privilégiées, peuvent admettre à un moment ou à un autre d'avoir une orientation professionnelle et une rémunération qui ne soit plus dans la phase ascendante, mais qui soit même pas dans la phase plateau, mais peut-être dans une phase autre. Ce sont des réflexions à mener, et toutes ces réflexions, elles vont avoir pour aboutissement l'idée qu'il faut plus donner les moyens à l'entreprise d'individualiser le traitement des salariés, là où depuis 30 ans, tout est fait pour qu'on uniformise, au contraire, le traitement des salariés. Donc, il faut prendre en considération la différence de situation dans laquelle se trouvent les seniors, peut-être d'ailleurs il y a d'autres catégories, les handicapés que vous citiez tout à l'heure, pour adapter des règles spécifiques. Merci Bruno. On a le temps de quelques questions ou pas du tout? On peut prendre 2 questions dans la salle? RL? Tout à fait. Je n'ai pas l'autorisation, je crois, mais on les prend quand même. Si, tu peux prendre, c'est ce que je viens de dire. On peut prendre 2 questions dans la salle. Bonjour, c'est Laetitia Vito. Merci pour cette table ronde passionnante. J'ai une question à vous poser à tous les trois ou à celui d'entre vous qui aura envie d'y répondre. C'est que vous avez fait finalement une opposition tout du long entre actif et inactif, en soulignant d'ailleurs tous les trois ce biais de sélection qui consiste à regarder quand on analyse le travail des seniors uniquement ceux qui ont... alors ça s'appelle le biais du survivant, c'est survécu, professionnellement parlant, c'est le biais du survivant. Mais ce qu'on ne voit pas, ou je dirais qu'il y a peut-être un angle mort dans tout cela, c'est que vous n'avez pas parlé du poids du travail gratuit des seniors. Et quand on parle de valeur, on pense valeur économique, et puis il y a toute cette valeur économique non mesurée par définition qui est celle... alors, il y a le bénévolat dans tout cela, bien entendu. Il y a des secteurs entiers qui dépendent du travail gratuit des seniors. Je pense aux intervenants dans les EHPAD, aux intervenants dans les centres de soins palliatifs, le soin en général. Et puis, il y a la charge familiale, la garde d'enfants. Les familles qui dépendent complètement d'un grand-parent, d'une grand-mère souvent, mais ça peut être même un grand-père, pour pouvoir aller travailler. Si l'enfant n'est pas gardé, on ne peut pas aller travailler. Et donc, la question que je vous pose, c'est quid de ce frottement entre inactif et actif, c'est-à-dire que si ces actifs travaillent davantage, si ces inactifs travaillent davantage, eh bien, on élimine une partie du travail gratuit qui va peser, qui va gréver la disponibilité des actifs, parce que personne pour garder les enfants, donc je me mets à temps partiel ou j'arrête de travailler si je suis une femme. Ou bien, il n'y a plus d'intervenants gratuits dans un certain nombre de secteurs, va falloir recruter plus de gens, oh là là, ou alors la qualité de soins va se dégrader dramatiquement, je pense à tous les secteurs du grand âge. Voilà, la question est mal formulée, mais qu'en pensez-vous? Quel est votre regard là-dessus? Juste un bémol à ce que vous dites, qui est frappé au coin du bon sens, c'est qu'on observe qu'il y a dans les jeunes générations de jeunes seniors qui quittent l'emploi, il y a moins d'appétence pour le travail bénévole et l'engagement associatif. On le voit par exemple, on va lancer un mouvement on va lancer une initiative sur le mouvement sportif. Le bénévolat au sein du mouvement sportif avec le CESE et l'ILC. Et c'est très important parce qu'il y a 1 500 000 associations qui s'occupent du sport et qui amènent les gamins à droite et ça ne tourne qu'avec des bénévoles et traditionnellement c'était des retraités. Et aujourd'hui on en trouve de moins en moins et par ailleurs il y a un manque de femmes puisque les associations doivent être à parité de gouvernance et on ne trouve pas assez de femmes. Donc vous voyez... Elles gardent les petits-enfants. Oui, peut-être, mais il y a quand même, c'est pas aussi clair que ça. Il y a aussi le danger symétrique d'un repli sur soi. Et nous, et en particulier au Club Landois, on est très très favorable à l'engagement associatif, à une retraite active, parce que ça permet de reculer de 3,7 ans l'entrée dans des maladies neurodégénératives. Donc en termes de santé publique, c'est colossal. Il faut absolument que les gens qui ne sont pas en emploi restent actifs dans la société et s'engagent. Voilà, c'est juste, peut-être pas un correctif, mais
une note de bas de page à ce que vous avez soulevé. Je vais rajouter une chose, parce que la question est vraiment est pertinente. Faisons bien la différence entre le travail gratuit, garder des enfants, garder ses petits-enfants, et l'engagement bénévole. C'est pas exactement la même chose. Effectivement, la question de l'engagement bénévole, on voit le mouvement associatif déplore que les retraités sur lesquels ils comptaient pour continuer les activités, ne jouent plus le jeu du bénévolat. Mais ils continuent à jouer le jeu du travail gratuit. Et donc ça, c'est quelque chose qui est à penser. Juste une réflexion, alors un peu plus, je sais pas comment dire, socio-philosophique. On a vécu pendant longtemps, mais ce qui rejoint ce que vous dites, on a vécu pendant longtemps sur l'idée, alors je reprends l'expression à l'historien Jean-François Sirinelli, grand historien des 30 glorieuses, des baby-boomers, il parlait de ce temps-là comme le temps d'un bonheur différé. C'est-à-dire que c'était dur, la vie était dure, il fallait travailler, il fallait gagner son paradis, mais heureusement il y avait le paradis qui était plus tard. Et ce paradis-là, alors c'était le paradis des chrétiens, c'était la société idéale pour le mouvement socialiste après la Révolution, ou c'était la retraite et les vacances dans notre monde platement social-démocrate. Ce monde-là est fini, et ça nous oblige précisément à bien articuler. Et c'est ce que j'entends derrière la question de Laetitia, à bien articuler le temps du travail rémunéré et le hors-travail qui est pour beaucoup du travail gratuit ou du travail bénévole, ou de l'activité bénévole, mais ça ne peut plus fonctionner comme ça. Et moi, mon idée, elle est sur le temps long. Le temps long, c'est quoi, c'est 500 000 heures de vie en début du XXe siècle, 700 000 heures de vie aujourd'hui. 40% de ces 500 000 heures étaient passées au travail rémunéré au début du siècle. Aujourd'hui, c'est plus que 13 à 15%. Donc il y a du temps. Et donc il y a une nouvelle articulation. Donc l'idée, c'est quoi? C'est qu'il faut travailler plus et travailler moins, ou plutôt travailler moins et travailler plus. Alors, travailler moins, c'est quoi? Peut-être moins travailler dans le sens monétaire du terme, dans l'emploi salarié, sur la journée, sur la semaine, sur le mois, sur l'année, réduire ça pour une meilleure articulation des temps de vie et une meilleure articulation de la vie pro et de la vie perso. Et là, on rejoint les questions effectivement de travail gratuit. Je sais pas si, c'est intéressant de le dire travail gratuit parce que effectivement, on a quand même le marché peut reprendre toute une part de ça, toute une part du travail qui était fait par les femmes pendant très longtemps, domestique, de soins, etc. Et bascule dans le marché. Avec des problèmes qui est que comme c'était fait naturellement par les femmes, a priori c'est pas qualifié, ça n'a pas besoin d'être payé, etc. Enfin, Laetitia a bien écrit là-dessus. Et donc travailler moins, mais travailler plus, ça veut dire travailler plus longtemps. C'est-à-dire que je crois qu'il y a une tâche politique à se donner, c'est sauver le travail humain, mais sauver le travail humain dans la longue durée pour pouvoir bien articuler ces temps et retrouver une harmonie entre le temps privé et le temps professionnel.